Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire proposé par le groupe Caplet. Donc, c'est le deuxième d'une série de 3 qui est proposé au mois de janvier. Le premier a eu lieu la semaine dernière sur la thématique organisation du travail et management des collectifs en système laitier de plaine. Donc, aujourd'hui, on va parler des grands troupeaux et des clés de la réussite. Et lundi prochain, donc après le week-end, un dernier rendez-vous sur les systèmes alimentaires de ces systèmes de plaine, description et repères. Voilà. Donc Caplet, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas participé la semaine dernière? Donc il s'agit d'un projet régional qui est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté. La thématique d'étude de ce groupe se positionne sur les exploitations laitières de plaine en polyculture élevage. L'idée du projet, c'est de rassembler les compétences et connaissances des organismes qui font du conseil sur la production laitière de lait de plaine. Donc les partenaires de ce groupe sont Serre France, les établissements de conseil en élevage, les chambres d'agriculture. AgroSup Dijon a également participé à ces travaux et l'animation est réalisée par l'Institut de l'élevage en la personne de Pierre-Emmanuel Belot. Donc l'objectif de ce groupe de travail qui a été mis en place en 2019, c'est de fournir des connaissances, des références, des outils à destination des conseillers qui interviennent sur cette zone et plus particulièrement au contact des producteurs de lait de plaine. Voilà. Donc aujourd'hui, la thématique, ce sont les grands troupeaux. Et donc, pour savoir de quoi on parle, on va faire une petite partie d'introduction, donc de définition de ce que sont ces grands troupeaux et comment on les a identifiés, la méthodologie de travail et l'échantillon sur lequel l'étude a été réalisée. Un peu de temps à venir. Voilà. Donc, les grands troupeaux en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le seuil grand troupeau a été fixé à 100 vaches laitières et donc le groupe ayant été mis en place en 2019, début 2019, les bases de données les plus récentes étaient de 2017. Donc, on a travaillé sur un échantillon de troupeaux laitiers de plus de 100 vaches en 2017. Cela représente environ 12% des élevages adhérents aux organismes de conseil élevage et un cinquième des clients adhérents à Serre France. Donc ces troupeaux de plus de 100 vaches, on a récupéré une base de données issue des conseils élevage et du centre de gestion. Ont été sortis de l'échantillon les systèmes en agriculture biologique, également les systèmes de plateau et de montagne en AOP, Comté, Morbier et Mont d'Or, qui sont des systèmes à part entière avec des valorisations très différentes du lait de plaine. Par contre, dans cet échantillon, on retrouve les systèmes sous signe officiel de qualité, type AOP, Époisse, Chaours, Crème et Beurre de Bresse, également les IGP, Gruyère et Mental Grand Cru. Donc ceux-là sont dans l'échantillon. On a certes des valorisations de lait un peu différentes, mais on retrouve des systèmes qui peuvent être comparables, donc ils sont présents dans la base. Donc cette base de troupeaux de plus de 100 vaches représente 165 élevages, donc sur des données techniques issues des conseils élevage, et parmi ces 165 élevages, 84 disposent de données économiques via Serre France. Donc au niveau de la méthodologie, on a donc travaillé sur une base de données 2017, on est allé voir un peu dans le passé, à échelle de 5 ans, en 2013,
quelle était la situation et mesurer des évolutions. L'analyse des résultats économiques a été faite sur l'exercice 2017 avec des clôtures qui allaient du 31 juillet 2017 au 30 juin 2018. On a également réalisé des comparaisons par rapport au troupeau moyen de la région. Donc le troupeau moyen sur cette période-là, c'est 68 vaches, compris dans une fourchette de 55 à 82 vaches. Alors, en termes de répartition, vous avez ici un camembert où on visualise donc les effectifs de troupeaux de plus de 100 vaches selon les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le premier département en effectif, c'est la Haute-Saône, avec 58 élevages. Vient derrière la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or et l'Yonne, avec des effectifs de 22 et 23 élevages. Et dans une moindre proportion, le Doubs et le Jura. Et puis, on a la Nièvre, où il y a 2 troupeaux de plus de 100 vaches, mais bon, ça s'explique assez facilement. La Nièvre étant pas un département très laitier, les élevages laitiers sont très, très peu présents. Donc, si on regarde plus en détail et qu'on remonte 5 ans en arrière pour un petit peu voir quelle a été la dynamique d'évolution des effectifs des troupeaux laitiers, en 2013, on avait sur la région 106 élevages de plus de 100 vaches. Et donc, 5 ans plus tard, il y en a 165. Ça représente une progression d'environ 60%. Si on descend à l'échelle des départements, on s'aperçoit qu'il y a deux types de dynamiques et qui se calquent sur un peu les anciennes régions, c'est-à-dire d'un côté la Bourgogne et de l'autre côté la Franche-Comté. Si on prend les départements Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, l'évolution du nombre de troupeaux de plus de 100 vaches a été de l'ordre de plus 35 à 38% selon les départements. Et quand on regarde du côté de la Franche-Comté, on est sur des progressions de 70 à 160%. C'est-à-dire que l'augmentation du nombre d'élevages de plus de 100 vaches a été beaucoup plus importante du côté Franche-Comté. Alors, il y a un premier facteur, c'est que c'est plus facile d'augmenter en pourcentage en partant de petits effectifs comme sur le Doubs et le Jura. Mais il y a un autre élément qui peut être un élément d'explication, c'est que sur la partie Bourgogne, les années de fin de gestion en quota laitier avaient été accompagnées de la possibilité d'acquérir des références moyennes en paiement, les TSST. Et donc la dynamique d'évolution de la taille des troupeaux a démarré certainement un peu plus tôt sur la zone Bourgogne. Et ce qui peut expliquer que, en termes de rapidité de croix des troupeaux, on soit un peu plus élevé côté Franche-Comté, parce qu'entre guillemets, il y avait eu un retard de prix par rapport au phénomène de restructuration et de déconnexion des références laitières par rapport au foncier. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, donc sur l'échantillon étudié, le nombre moyen de vaches est de 127. Sur les 5 dernières années, ces troupeaux avaient progressé de 20 vaches, c'est-à-dire environ plus 19%. Si on regarde le troupeau moyen régional, on était à plus 6 vaches avec une progression de 10%. Donc le double de progression en effectif. On voit également sur ce graphique que un peu plus de 50%, 53% des troupeaux sont compris entre 100 et 120 vaches, mais on a quand même une quinzaine de pourcents avec des troupeaux supérieurs à 150 vaches. Donc maintenant qu'on a fait l'état des lieux et qu'on vous a expliqué quelle a été notre base de travail, je vais laisser François vous présenter quelques caractéristiques techniques de ces grands troupeaux.
Bonjour à toutes et à tous, donc François Dubier, Giliatest conseiller élevage. Donc je vais vous présenter effectivement quelques caractéristiques techniques de ces grands troupeaux. Euh, Tout d'abord, concernant la production laitière, vous avez donc ici la photo sur 2 années, entre 2013 et 2017. Et donc il y a deux constats sur ce graphique-là. Le premier, c'est que les grands troupeaux euh, globalement produisent plus de lait que les troupeaux, le groupe moyen de référence, voilà, à la fois en 2013 et en 2017, avec 200 à 250 kilos de lait de plus par vache par an. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'entre les 2 années, entre 2013 et 2017, les troupeaux moyens ont peu évolué, alors que les grands troupeaux ont effectivement augmenté pour être en 2017 à plus de 8000 kilos de lait. Donc des caractéristiques de ces grands troupeaux, c'est quand même une intensification au niveau de l'animal plus importante qui s'est réalisée. On y reviendra dans des éléments d'explication sur la dynamique. Autre caractéristique sur l'âge du troupeau, où effectivement on a donc qui est traduit ici dans nos critères par ce qu'on appelle le rang moyen de lactation, donc le nom moyen de lactation qu'il y a dans le troupeau, où les grands troupeaux on est effectivement sur des rangs moyens autour de 2,4, alors 2,4 en 2013, qui est passé à pardon, excusez-moi, pratiquement 2,6 en 2013 pour passer en dessous de 2,5 en 2017. Donc on a effectivement rajeuni les troupeaux. Alors cette tendance se constate aussi sur les troupeaux moyens, mais dans une moindre mesure. Voilà. Et donc effectivement, les grands troupeaux se sont faits par le biais d'un accroissement de cheptel et l'entrée aussi de génisses qui explique qu'on a un rang moyen de lactation plus faible dans les grands troupeaux par rapport à l'accroissement qui s'est fait avec de l'entrée de nouveaux animaux. Donc par rapport effectivement à ce critère sur l'âge au âge des jeunisses, on a aussi une tendance à avoir un âge au âge pour les grands troupeaux qui est plus faible, de l'ordre de 1 mois en Montbéliard et pratiquement 2 mois sur des races type Primolstein ou Brune, par rapport à des troupeaux moyens sur ces périodes-là. Alors concernant quelques facteurs clés de réussite, puisque au-delà de l'analyse de données, on a réalisé un certain nombre d'entretiens avec des éleveurs qui étaient dans ces classes de grands troupeaux. Et sur les facteurs clés de réussite, il y a des éléments importants, notamment sur la gestion des stocks qui ont été évoqués par les éleveurs. Donc voilà, ces petites phrases, ces témoignages en fait sont un peu colorés avec vous trouverez en rouge des éléments plutôt contraignants et en vert des éléments plutôt positifs. Et on voit que la gestion des stocks fourragers est un élément important dans la maîtrise de son agrandissement, avec des éleveurs qui, dans les années un peu particulières, que ça soit 2018 ou 2016, qui ont été des années climatiques difficiles, 2016 plutôt très humide, 2018 très sèche, on voit que la non-sécurité fourragère crée effectivement rapidement des difficultés dans ces types d'élevage. Et par contre, voilà, un éleveur en 2018 dit que lui, il n'a rien vu comme contrainte parce qu'il avait des surpasses d'une part, et puis qu'il avait anticipé qu'il avait de la trésorerie pour pouvoir acheter des fourrages complémentaires parce qu'il y avait quand même du manque. Là, dans l'exemple cité, c'était du corn qui avait été acheté pour pouvoir combler le manque de fourrage. Et puis l'autre facteur, donc c'est sur l'augmentation du troupeau. Voilà, il y a des éléments au fur et à mesure de la présentation qui vous seront présentés, mais la gestion des réformes, par exemple, en disant on va augmenter le troupeau en diminuant le renouvellement, en gardant un petit peu plus les vaches, et ben dans un certain nombre de situations, ça a créé plus de problèmes que ça en a résolu,
notamment au regard du critère sanitaire mamite et tout cellulaire, puisque les vaches gardées voilà, avaient pas forcément des situations de santé mamelle très bonnes. Et à court terme, ça marche, mais au bout de 5 ans, on peut avoir des gros problèmes de réforme importants parce qu'on a des taux cellulaires et qu'on n'arrive plus à les gérer. Autre facteur qui est aussi évoqué sur ces taux cellulaires, qui est lié au bâtiment, on constate que la gestion des bâtiments en air paillé sur des grands troupeaux pose un certain nombre de problèmes de maîtrise de cette problématique sanitaire mamite et taux cellulaires. Voilà par rapport à cette focus et à cette première présentation sur l'échantillon et sur ces quelques critères techniques. Donc, on va passer cette fois-ci une phase de réponse à vos questions. Oui, bonjour à tous, je suis Mathilde Scrive de Serre France Bourgogne-Franche-Comté. On a déjà 2 questions dans le chat. Donc peut-être à la fois pour François Dubief de Géniatest et pour Laurent Lefebvre de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je crois que tu t'étais pas présenté, Laurent. Oui. On a bien sorti les exploitations bio de nos échantillons, mais avez-vous une idée de la présence ou pas de grands troupeaux chez les bio? Alors oui, pour ce qui est de ce que je connais de la Haute-Saône, on a effectivement en agriculture biologique aujourd'hui des troupeaux qui sont à plus de 100 vaches. Ça existe. C'est d'ailleurs le salon Tech Bio qui a eu lieu en septembre 2020 était au GAEC d'Argiré en Haute-Saône, qui est un grand troupeau, parce que on a effectivement largement au-delà des 100 vaches dans ce troupeau-là. Donc en bio, on commence effectivement à avoir ce type de système. Ok. Laurent, oui, quand on regarde quand on regarde quel type de troupeaux font des conversions bio, on se rend compte ces dernières années qu'effectivement que le volume par site est en train d'évoluer et donc on commence à s'approcher de la taille de 200 vaches dans un certain nombre de cas. Donc plutôt sur des conversions récentes, on va dire. Historiquement, c'était moins le cas. Et alors moi j'ai pas forcément de données Serre France, je pourrais regarder, mais par contre la taille des troupeaux en bio dans nos échantillons, la taille moyenne est équivalente à la taille moyenne en conventionnel, donc on peut imaginer en effet la dispersion est peut-être pas exactement la même, mais qu'il y ait des gros et des petits troupeaux en bio également. Merci à tous les deux. Deuxième question. Le rang moyen de lactation en grand troupeau est inférieur à 2,5. Est-ce que ça veut dire que les animaux ont plus de 50% de leur vie improductive? Et est-ce que c'est lié à l'intensification animale? Donc ce rang moyen de lactation traduit alors est-ce qu'il y avait vraiment 50% de vie qui est improductive? On doit pas en être loin sur des rangs moyens de lactation à ce niveau-là, ça c'est sûr. Après, c'est un instant T, il faut qu'on le regarde en dynamique. Mais dans ces grands troupeaux, effectivement, pour pouvoir augmenter de plus de 20%, comme on a vu dans certains cas, ça s'est fait effectivement en rentrant des génisses. Et donc, certains animaux ont effectivement des carrières plus courtes, mais c'est pas général. C'est-à-dire que en tendance, certains animaux vont avoir effectivement 50% de vie improductive, mais d'autres vont quand même vieillir dans ces troupeaux-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas regardé en détail, quelle était la pyramide des nombres de lactation dans ces troupeaux-là. On l'a pas regardé en détail, parce qu'on n'avait pas l'information vache par vache. Mais ça serait intéressant de regarder et on peut quand même imaginer des grands troupeaux qui permettent de vieillir quand même des vaches dans un certain nombre de cas. Voilà. Ok. Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Non, j'ai pas de complément à apporter ici. On a une troisième question. Est-ce que les éleveurs interrogés ont mentionné les avantages de l'agrandissement qu'ils n'avaient pas anticipés? Alors ça, c'est peut-être aussi une question auquel on répondra à d'autres moments de l'exposé, mais dès à présent sur la partie technique de la gestion des grands troupeaux? Oui, enfin j'ai un cas en tête d'un éleveur qui
se retrouve totalement dans ce système de grands troupeaux et qu'il l'a maîtrisé, je dirais très tôt depuis le début. Donc, quand il est maîtrisé, les éleveurs en retrouvent des intérêts très positifs sur voilà, sur aussi une notion de comment ils se projetaient dans le métier d'éleveur. Voilà, l'intérêt il est aussi par rapport à ça. Et voilà, il y a des éleveurs qui aiment pas ce qui est croisière et qui sont constamment dans une dynamique d'évolution et ils sont bien éclatés dans la gestion des grands troupeaux. Mais voilà, quand c'est maîtrisé, on sent des expressions positives des gens et c'est souvent lié à l'organisation du travail, à un fonctionnement en société qui a été plus ou moins bien vécu aussi dans ces exploitations-là. Mais ça correspond aussi à un objectif de vie des éleveurs, de comment ils se projettent dans le métier d'éleveur. Finalement, ceux qui peuvent y trouver leur compte, c'est des gens qui aiment les défis et aussi pour lesquels le collectif de travail fonctionne bien. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. On va peut-être prendre une dernière question avant de continuer. Alors, quelle tendance de l'évolution des troupeaux depuis 2017? Alors ça, on a une troisième partie sur les dynamiques d'évolution. Je propose qu'on garde cette question pour cette troisième partie. Ça vous convient? Ouais. Et puis, je prends la main sur le... Ouais. Oui, vas-y François, si tu voulais. Non, juste te dire, mais c'est que pour de la haute saône, on est toujours dans cette dynamique d'évolution. On y reviendra tout à l'heure, effectivement. Voilà. On n'est pas encore en phase de croisière. Il y a encore des grossissements en vue. C'est ça? C'est ça. Ok. Ben, merci à tous les deux. Je prends la main pour la deuxième partie. On a vu comment fonctionnaient techniquement les grands troupeaux. On peut se poser la question maintenant de savoir s'ils réussissent à dégager un meilleur revenu par actif familial que les troupeaux de moins de 100 vaches qu'on va appeler les troupeaux moyens dans cette partie. Je vous propose de regarder d'abord la structure des exploitations. Donc ici, vous avez un diagramme. En rouge, vous avez comme groupe témoin les troupeaux moyens, donc de moins de 100 vaches, et en bleu, la structure des grands troupeaux. Donc à chaque fois qu'il y a un hexagone grisé, on gagne 50% de plus par rapport à notre groupe témoin. Donc vous voyez que les grands troupeaux, tout en bas, enfin sur le repère du bas, ont 2 fois plus de vaches que les troupeaux moyens. Là, je ne vous décris pas à l'actif, je vous décris vraiment les exploitations sans diviser par le nombre d'actifs ou le nombre d'hectares. Mais vous voyez que l'hexagone n'est pas régulier. Donc, en fait, il y a une mobilisation des moyens de production qui n'est pas régulière autour de ce doublement du nombre de vaches. Par exemple, on a moins d'actifs proportionnellement par vache sur les grands troupeaux, avec un facteur 1,7 seulement entre les troupeaux moyens et les grands troupeaux. Et par contre, on a un peu plus de lait vendu, proportionnellement plus de lait vendu par vache et plus de capital par vache dans les grands troupeaux que dans les troupeaux moyens. Donc finalement, on voit des systèmes qui substituent partiellement la main-d'œuvre par du capital, de façon donc à produire aussi plus de lait proportionnellement. Donc on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Sur la productivité, il y a un petit délai pour que ça s'affiche, mais les grands troupeaux sont plus productifs. Ils sont plus productifs, quelle que soit l'unité sur laquelle on regarde. Ils sont plus productifs par vache. On voit que chaque vache produit 400 litres de lait de plus qu'un troupeau moyen. Ils sont plus productifs par hectare, avec 1200 litres de plus par hectare de SFP que les troupeaux moyens. Et du coup, ils sont plus productifs par actif, puisque chaque actif a, élève 6 vaches de plus que sur les troupeaux moyens. Donc tout ça conjugué fait que chaque actif produit 52 000 litres de lait vendu de plus que sur les troupeaux moyens.
Donc, on se retrouve finalement avec des collectifs qui sont plus importants. On compte en moyenne 3 associés familiaux ou disons non salariés et en moyenne un mi-temps salarié. Et en plus, chacun de ces actifs produit plus que dans les troupeaux moyens. Il produit plus donc sur l'atelier lait, comme je viens de vous le montrer, mais également sur l'atelier grande culture, avec 6 hectares de plus de grande culture par actif. Donc, plus de production en volume. Est-ce qu'il y a un effet ensuite multiplicateur ou pas lié au prix? En fait, l'effet du prix va être relativement peu important pour creuser les écarts entre grands troupeaux et troupeaux moyens, ou pour les lisser. Là, sur cette année, les résultats que je vous présente, c'est ceux de l'année 2017. On a un prix moyen qui était de 356 € sur la région Bourgogne-Franche-Comté pour les troupeaux moyens et de 352 € sur les grands troupeaux. Donc, on a un écart qui n'est que de 4 € en moins pour les grands troupeaux. Par contre, vous voyez que les écarts sont bien plus marqués entre départements, et si on avait pu discriminer par laiterie, ce serait encore plus important. Donc, il y a un effet bien plus important de territoire que de taille de troupeau. Du coup, l'effet, ça va vraiment être un effet, là pour notre moyenne régionale, un effet volume plus qu'un effet prix sur le produit. Donc voilà les produits qu'arrivent à dégager nos deux types d'exploitation. Donc sur le produit en grand troupeau, il est plus important de 32% par rapport au produit troupeau moyen, et c'est vraiment l'effet de conjugué de plus de lait, plus de scope et plus de DPB. Voilà, donc après on va voir comment ce produit est utilisé. Alors, la proportion du produit qui est utilisé pour faire face aux charges hors amortissement et frais financiers, est finalement la même qu'on soit en grand troupeau ou en troupeau moyen. C'est-à-dire que le BE représente 31% du produit pour les troupeaux moyens et seulement 30% pour les grands troupeaux. Donc, il y a une différence, mais elle est vraiment minime. On a finalement la même rentabilité quand on la mesure en proportion de BE sur le produit brut pour les deux types d'exploitation. Dans les grands troupeaux, les charges opérationnelles sont un petit peu moins efficientes, donc il faut un peu plus de charges pour dégager le produit, mais ils arrivent à regagner en ayant des charges de structure qui profitent d'un effet de dilution, et c'est ça qui permet que la rentabilité finalement soit grosso modo la même. Donc, ce qu'il reste, quand on a soustrait à la totalité des produits les charges opérationnelles et les charges d'amortissement les charges de structure, hors amortissement et frais financiers, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Donc, cet EBE, il est donc de 69 000 €, là c'est par UTAF pour les grands troupeaux, et 53 000 € par UTAF pour les troupeaux moyens. Donc on voit que l'effet volume permet de dégager un EBE supplémentaire sur les grands troupeaux. Cet EBE, il doit permettre de faire face au maintien en l'état de l'outil de production. Et pour maintenir en l'état cet outil de production, on paye des frais financiers et on a des amortissements. Et finalement, ces amortissements et frais financiers, grosso modo, pèsent à peu près la même proportion dans les deux systèmes. Ils sont un petit peu plus lourds sur les grands troupeaux. Ils représentent 55% de l'EBE et seulement 53% sur les troupeaux moyens. Donc finalement, on voit que en dépit d'une efficience un tout petit peu plus importante sur les troupeaux moyens, c'est loin de compenser l'effet volume et la productivité du travail plus poussée chez les grands troupeaux, qui finalement leur permet d'avoir un résultat courant par UTAF de 31 000 € quand il n'est que de 25 000 € sur les troupeaux moyens. On va peut-être rentrer un peu dans les détails des charges avant de passer aux questions. Donc ici, vous avez les charges au 1000 litres. Les charges au 1000 litres, c'est très parlant sur les charges liées à l'atelier lait,
Donc là, on va être sur l'aliment, la première colonne, et ensuite veto et frais d'élevage. Ça a vraiment du sens de les diviser au millilitres. Sur les autres charges, je tiens à vous alerter parce qu'il y a un autre atelier finalement sur la plupart de ces exploitations, qui est l'atelier culture. Et du coup, le diviseur par millilitre est moins parlant sur là où les charges sont à la fois pour du lait et ou des cultures. SEP, c'est semences, engrais, phyto, la deuxième colonne. J'ai oublié de le préciser. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce montant des charges au millilitre, il est très proche, que ce soit pour les grands troupeaux ou les troupeaux moyens. Il n'y a qu'1 € d'écart finalement. Mais ça cache des grosses différences d'un système à l'autre. La charge alimentaire est bien plus importante sur les grands troupeaux. On a 18 € de plus au millilitre, et ça s'explique sans doute par une moins grande autonomie alimentaire et l'achat de plus d'aliments, ainsi que, on l'a dit, la productivité qui fait qu'on a peut-être un peu plus tendance à pousser les animaux, mais ça, mes compagnons de présentation pourront plus rentrer dans les détails. Voilà, donc au niveau des charges, les autres charges, on voit plutôt un effet de dilution dû non seulement à la taille des troupeaux, mais également au fait qu'on a un deuxième atelier sur lequel on va venir, lisser ces charges. Alors voilà, pour conclure, donc on a des grands troupeaux qui permettent de dégager des résultats courants plus importants par UTAF. Cependant, on reviendra un peu là avec les témoignages et puis plus tard sur les points de vigilance. Ces meilleurs résultats courants, ils sont beaucoup dus à la productivité du travail, productivité des animaux et des hectares. Ça veut dire que c'est des systèmes qui sont aussi un peu plus fragiles en cas d'aléa, que ce soit sur la main-d'œuvre ou aléas climatiques ou sur les animaux, sur le cheptel. Donc, il faut... Là, on a des résultats qui datent de 2007, mais si on avait vu 2018-2019, avec les effets des sécheresses consécutives, on aurait sans doute vu une dégradation due à une plus grande tension sur les ressources fourragères. Et il y a aussi un point clé, c'est la transition avec le grossissement. Ça pose des questions de trésorerie qui sont pas toujours bien anticipées par les exploitants. Voilà. Et en général, pour tout ce qui est polyculture élevage, l'attention à apporter à la complémentarité entre les ateliers est très importante pour diminuer la dépendance vis-à-vis des intrants de ces exploitations. Je vais passer la parole à François pour présenter les témoignages d'éleveurs. C'est moi, normalement. Ouais, vas-y. À Laurent, pardon. Oui, donc toujours quelques extractions de témoignages réalisés lors des entretiens avec un certain nombre d'exploitations dans cette situation de croissance de cheptel et de grands troupeaux. Quand on pose la question et financièrement, la question de la trésorerie arrive assez rapidement. Alors quand on a la trésorerie, c'est plus facile, effectivement. Lors d'une croissance importante de cheptel sur quelques années, il y a une sollicitation et un besoin d'immobilisation au niveau du cheptel, au niveau des stocks fourragers. Et donc, ces aspects-là ne sont pas toujours anticipés d'un point de vue financement. On observe souvent du croît interne. Et le croît interne, ça a un coût malgré tout, et ça peut peser assez longtemps sur la trésorerie et parfois mettre en difficulté pour peu aussi qu'on cumule une période d'incident climatique ou autre. Mais ces périodes de croissance sont de toute façon très gourmandes en trésorerie, ou alors il faut avoir réfléchi également à l'accompagnement de la trésorerie via du financement extérieur. Le passage à une certaine taille critique, ça peut être aussi l'occasion de changer ses pratiques d'approvisionnement et d'achat.
un grand nombre d'exploitations aujourd'hui s'approvisionnent en matières premières avec des livraisons de camions complets 28-30 tonnes. Et ça change aussi la gestion de ces intrants et ça demande une certaine anticipation. Ça peut permettre, on parlait des avantages d'être en grand troupeau, certains ils voient justement la possibilité de s'approvisionner en plus grande quantité sur des matières premières, avec la possibilité aussi de contractualiser plusieurs mois à l'avance et de suivre les prix. Mais ça demande à changer aussi un petit peu sa manière de gérer son exploitation et un des points qui ressort, c'est l'anticipation nécessaire, que ce soit pour les aspects de financement, d'approvisionnement, sachant que les tonnages passés quotidiennement sont plus élevés et voilà, il y a tout un cadre de référence qui évolue et quand ça se fait sur quelques années, parfois ça peut être déstabilisant. Ces évolutions de grands troupeaux, elles sont le fruit d'attribution de nouvelles références, mais c'est aussi la conséquence de fusion d'exploitation. On va du jour au lendemain changer de taille, aussi bien sur la SAU que le troupeau, et donc la politique également de gestion du parc matériel, de renouvellement du parc matériel, peut être mise en cause par rapport à des habitudes. Et du coup, ça fait beaucoup de repères qui changent et ça demande, certains vont y prendre beaucoup de plaisir, d'autres vont être moins préparés et pouvoir se retrouver un peu déstabilisés. Le chiffre d'affaires grossit beaucoup, mais les charges peuvent aussi être moyennement maîtrisées et si en moyenne on observe que la rentabilité est globalement la même dans les deux échantillons, on peut trouver des cas où cette croissance est moins bien maîtrisée. Une deuxième diapo. Alors voilà, dans le moins bien maîtrisé, sur des parties orange ou rouge, on a beaucoup investi trop vite, ou alors autofinancé beaucoup, y compris l'augmentation de cheptel. Voilà, ça c'est en termes d'anticipation et d'accompagnement pour l'environnement qui conseille des trajectoires de ce type-là, c'est vraiment des points à ne pas laisser de côté. Souvent, on est pas mal mobilisé sur les investissements, on va dire, productifs, bâtiments, stockage de fourrage, et il ne faut pas oublier l'appel de trésorerie généré par ces périodes de transition. Alors, ça peut être aussi l'atelier viande sert de trésorerie sur pattes. Ce qu'on observe également en région Bourgogne, on a pas mal d'ateliers laitiers qui engraissent des mâles laitiers ou qui ont un petit atelier viande à côté. Ça peut être confortable en termes de gestion de la trésorerie et de décapitalisation petit à petit sur cet atelier-là qui souvent, au fur et à mesure que l'atelier lait grossit, l'atelier viande a tendance à se réduire, voire à disparaître dans un certain nombre de cas. Et puis, voilà, on retrouve les aspects trésorerie, c'est-à-dire que la réponse en termes économiques suite à un accroissement de cheptel et un accroissement de chiffre d'affaires, parfois il se fait attendre quand même quelques années, le temps que la vitesse de croisière soit atteinte, et ça peut prendre 4 à 5 ans dans beaucoup de cas. Voilà, je crois que c'était la dernière. Voilà. Oui. On peut passer aux questions ou si vous avez des compléments sur ces deux dernières diapos. Donc merci Laurent et Mathilde. Oh bien, ça résonne. On va couper nos micros quand tu parles. Est-ce que du coup, il y a un certain nombre de questions, je ne sais pas pourquoi ça résonne, donc qui sont posées sur cette partie économique. Donc il y en a une qui est de savoir si le BO 1000 litres dans les élevages en grands troupeaux est différente ou pas des troupeaux moyens. Oui, j'ai vu la question, du coup j'ai fait le calcul rapide. On a une légère différence. Les grands troupeaux ont 4% de plus de BE. Donc, c'est pas énorme comme différence. Et rappelons que les grands troupeaux sont moins spécialisés. Donc, ils ont dans cette BE au 1000 litres une proportion plus importante de cultures de vente que les troupeaux moyens.
Et du coup, un EBE qui va aussi plus varier parce que les résultats des grandes cultures sont beaucoup plus en dents de scie que les résultats de l'atelier laitier. Donc là, en 2017, on était sur une année en grande culture qui était moyenne. Une bonne année, on peut imaginer que les grands troupeaux aient un EBE, y compris aux 1000 litres, vraiment meilleur. Et par contre, qu'une mauvaise année en grande culture, alors comme celle qu'on peut traverser, mais ça dépend des coins, là encore, c'est compliqué. Cette année, ça puisse vraiment beaucoup baisser le BE pour ceux qui sont sur des terres superficielles, sur des plateaux. Merci Mathilde. Une autre question, c'est le lien. En fait, on a vu qu'il y avait une concentration plus importante dans les grands troupeaux, par chef d'exploitation notamment. Est-ce que ça a donc du coup un impact sur la performance individuelle? Alors, je comprends pas forcément bien la question. Donc la question, c'est est-ce que la concentration par chef d'exploitation des grands troupeaux a des effets sur les performances économiques à l'échelle individuelle? Sur le revenu individuel, enfin dégagé à l'UTAF. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut. Ouais. Parce que alors les chefs, la concentration de quoi, des terres ou des moyens de production, je pense. Voilà, oui. Effectivement, du lait, des hectares, du lait par UTAF, ces éléments plutôt de moyens de production. Voilà. Et à l'échelle individuelle, c'est à l'UTAF. Ben oui, c'est ce que je vous montrais. Hein. C'est des systèmes plus intensifs, donc en effet qui mobilisent. Alors, pour un actif, finalement, il va mobiliser un peu plus de vaches et pour produire beaucoup plus de lait. Donc, il y a des concentrations à chaque niveau qui lui permettent, sur une année comme 2017, de dégager un meilleur revenu. Par contre, on peut faire l'hypothèse que ce soit moins résilient. Donc, les bonnes années, ces systèmes plus intensifs vont dégager un meilleur revenu, mais par contre, les années mauvaises, ils vont peut-être cumuler les difficultés parce que c'est des systèmes moins rustiques quelque part et avoir des plus grosses déconvenues, surtout qu'ils vont avoir plus de mal à réduire leur charge incompressible, entre autres avec des investissements qui sont plus importants. Et donc en lien avec ça, il y a une question sur la dispersion des revenus, des résultats moyens en fait, autour des 31 000 KEUR du résultat courant par UTAF. Est-ce qu'on a une notion de dispersion d'écart? Oui, alors je pourrais vous fournir les courbes de dispersion. Elles sont les mêmes en fait dans les deux systèmes. On a à peu près les mêmes écarts types. On n'a pas la dispersion, elle est toujours très grande en agriculture et on n'a pas plus de dispersion sur les revenus. On va revenir dans la troisième partie sur les situations financières, mais sur les revenus, on n'a pas plus de dispersion en grand troupeau qu'en troupeau moyen. Et puis enfin, il y a deux questions. Une sur le lait par hectare. Quelle productivité en lait par hectare estimons-nous raisonnable dans notre région pour sécuriser l'autonomie fourragère de ces grands troupeaux? Donc ça, c'est une question. Il y a une autre sur la place de la robotisation dans ces systèmes, pardon. Donc ça, c'est un point spécifique qu'on traitera dans une partie qu'on va aborder. Donc voilà. Mais sur la productivité en lait par hectare, sur la densification des surfaces, si on parle au niveau région Bourgogne, il y a un panel de potentiel agronomique quand même très différent, et je dirais c'est lié à la situation de potentiel de sol de la petite région, hein, parce que on va dire la réponse elle va aller de peut-être 4005 à 8005 litres à l'hectare de SFP. Après, il y a la possibilité ou pas de faire des dérobés. Moi, je sais que sur la Bresse, on a des systèmes qui sont robustes et résilients jusqu'à pas loin de 10 000 litres hectares. Et c'est pas du tout vrai si on se déplace sur les plateaux de Bourgogne. Voilà. Donc, c'est vraiment le potentiel agronomique qui va définir le niveau d'intensification possible. Je confirme ce que tu dis, Laurent. Effectivement, on peut pas donner une référence autour de ce critère-là, parce que on voit qu'on a des variabilités de rendement, ne serait-ce que si on prend une culture comme le maïs en silage,
où on peut aller de 11 tonnes à 17 tonnes selon des zones pédoclimatiques différentes, sur la Haute-Saône entre autres. Et donc en fait, c'est vraiment l'adaptation d'intensification à la capacité du sol, à la fois en termes d'agronomie pure et à la fois en termes de rotation, de succession culturelle et de risque. Et en 2018, par exemple, avec l'année climatique qu'il y a eu, il y a eu un effet aussi sur des systèmes qui étaient un peu sur le fil du rasoir, où l'équilibre du bilan fourrager se faisait sur l'implantation des dérobés. Et du coup, une année comme 2018 où on peut pas avoir ces cultures-là, ben, l'équilibre entier du système est mis à mal. Donc en fait, voilà, c'est surtout cette notion de correspondance entre un lait, une intensification et une capacité à sortir de la matière sèche sur les hectares, tout en sécurisant, compte tenu aujourd'hui des événements climatiques qu'on a, soit au printemps, soit été, soit automne, selon les années. Donc, une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que les marges nettes sont plus élevées par vache sont plus élevées par millilitre par vache, par hectare et par actif pour les grands troupeaux? Alors, moi, dans les données que j'ai, je peux pas faire des calculs de marge nette parce que il y a plusieurs ateliers et que j'ai du mal à discriminer certaines charges en fonction des ateliers. Au niveau des marges brutes sur le lait, au 1000 litres, avec les éléments que je vous ai présentés, donc un prix qui est un peu plus bas en grand troupeau et des charges alimentaires plus élevées, on va avoir une dégradation de la marge brute. Sur les vaches laitières par hectare, ça, il faut que je pourrais recompiler pour vous redonner le résultat pour chaque unité. Et par actif, par contre, ça vient plutôt le fait d'avoir une plus grande productivité par actif, on va venir compenser ça et obtenir des marges brutes, en tout cas, qui sont plus importantes. Et pour le coup, des marges nettes aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a cet effet productivité du travail qui va venir compenser des systèmes un peu moins économes. Très bien, merci Mathilde. On passe à la partie suivante, du coup. Donc en fait, la partie suivante, c'est pour vous présenter cette fois-ci des dynamiques d'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2017 dans ces grands troupeaux, avec des points de vigilance, et puis on fera un focus sur un des types d'évolution la plus fréquente constatée, et avec aussi une analyse de la place des robots dans ces grands troupeaux. Donc, concernant les dynamiques d'évolution par rapport à nos 160 élevages que nous avons identifiés en 2017, on constate en fait qu'il y a trois grandes évolutions. Il y a donc un type d'évolution qu'on a appelé grand troupeau croissance récente. C'est-à-dire que c'est des élevages qui, en 2013, étaient à 100 vaches et qui, en 2017, se retrouvent à 130 vaches. Donc là, on a une augmentation de 36% et ça représente la moitié des 160 élevages que l'on a. C'est 80 élevages qui sont dans cette situation-là. Donc en fait, c'est des grands troupeaux récents qui se sont mis en place dans une dynamique qui est l'arrêt des quotas laitiers et la contractualisation, donc avec une libération du lait et la récupération de lait sans forcément qu'il y ait des hectares en face. Voilà, donc on est dans ce type de dynamique-là, une dynamique un peu spécifique qui est vraiment liée à l'arrêt des quotas laitiers. On a une autre dynamique constatée. En fait, c'est les élevages qui étaient déjà en grand troupeau avant 2013 et qui sont toujours en grand troupeau. Donc avec ici un constat d'une légère baisse d'effectifs, hein, mais des élevages qui étaient donc historiquement sur des tailles supérieures à 125 vaches, qui le sont toujours. Ça, c'est un quart de notre effectif. Et en fait, ces grands troupeaux-là sont des élevages qui se sont construits
avec les quotas laitiers, donc avec effectivement une structuration foncière différente des grands troupeaux récents. Et puis on a une troisième évolution. Alors voilà, c'est le ventre mou, hein, c'est des systèmes intermédiaires qui étaient déjà à plus de 100 vaches en 2013, qui sont à un peu plus de 120 vaches aujourd'hui. Ça représente 20%, 21% des grands troupeaux. Donc où là on a un petit peu on a des situations un petit peu plus diverses et variées. Donc en fait on a pour caractériser vraiment deux types d'évolution, hein, des gens qui ont appuyé sur l'accélérateur en 2013 avec l'arrêt des quotas laitiers, ils ont repris du lait, souvent lié à une installation. Et là, on a augmenté les vaches par actif, la production laitière. Et ça, généralement, c'est fait avec une augmentation de surface qui était limitée. Et puis, les troupeaux anciens, où on est dans des troupeaux effectivement plutôt stables, qui sont mis en place avec l'arrêt, enfin, dans le cadre des quotas laitiers. Et généralement, dans ces systèmes croissance anciennes, pardon, on a de la culture qui est effectivement présente dans ces ateliers-là, puisque c'était lié aussi au quota laitier. Sur cette notion d'évolution, par rapport à ce que nous disent les éleveurs, en fait, sur cette dynamique d'évolution, en fait, certains vous évoquent que ce qui est compliqué, c'est de passer de 80 à 120 vaches, et puis après, tout roule. Donc, il y a des gens, voilà, où le cap, c'est cette barrière-là, de 80 à 100 vaches, entre autres parce que les infrastructures sont pas adaptées. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes d'augmentation de taille de troupeau, mais on n'a pas toujours le bâtiment, on n'a pas toujours les stocks. La salle de traite est aussi plutôt ancienne. Donc là, on a une phase un petit peu compliquée où on essaie de mettre les animaux là où on peut, mais avec une infrastructure qui n'est pas présente. Alors, soit c'est temporaire, effectivement après on arrive à avoir une valorisation, une productivité du travail qui augmente, soit ça dure et là ça devient un petit peu plus compliqué pour les éleveurs, notamment en termes de gestion de travail. Mais cette notion d'augmentation, elle est vraiment liée, enfin elle a vraiment des incidences sur alors le bâtiment j'en ai parlé, mais sur la gestion des stocks et sur la trésorerie. Voilà. Et d'autres éléments qui ont été quand même expliqués par les éleveurs, c'est de dire ok, on s'agrandit, mais on l'a pas fait n'importe comment, on l'a réfléchi et on n'est pas parti tête baissée comme ça, quitte à parfois différer certains choix, voilà, pour faire bien les choses. Voilà, donc la notion aussi, c'est de dire que quand on commence à être sur des tailles de troupeaux plus importantes, on a des effets de nombre, hein, de grand nombre, et on peut avoir en cascade des situations qui se dégradent assez rapidement. Donc si on le fait pas bien, on se plante vite. Hein, voilà, c'est des éleveurs qui évoquent ça. Et donc de bien penser et de réfléchir les choses. Sur justement l'augmentation de la taille des troupeaux, on avait une interrogation nous sur comment on fait ce croît là, ce passage de plus de pratiquement 40% d'effectifs. Et en fait, on a deux synthèses, enfin on a deux analyses qui sont faites par les éleveurs. Certains ont acheté des vaches pour augmenter le troupeau et ça s'est très bien passé. Voilà. Ce qui sous-entend aussi que c'est des éleveurs qui savaient très très bien ce qu'ils voulaient comme type d'animaux, qui ont défini un cahier des charges précis. Et aussi certains ont fait des choix de race par rapport au fait que voilà, quand ils ont décidé d'augmenter, ils avaient identifié des problèmes particuliers. Là, dans l'exemple, c'était des problèmes de pattes, de production et de cellules. Et ils ont fait le choix de changer de race, c'est-à-dire de passer en prime ou d'acheter quelques primes Holstein, de pas rester en Montbéliarde, pour entre autres des raisons de disponibilité et de pouvoir faire du tri dans les animaux qui étaient rentrés dans l'exploitation. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, le côté positif d'achat extérieur, donc avec des gens
voilà, qui ont réussi et qui ont maîtrisé ça. Et par contre, des éleveurs qui disent voilà, on a acheté des vaches, mais ça n'a pas marché parce qu'on les a achetées et elles se sont pas intégrées, on les a réformées pratiquement tout de suite. On a ramené aussi certaines maladies, hein, donc entre autres la dermatite digitée qui est une maladie fortement liée aux achats. Et voilà, certains qui n'ont pas, on va dire, par le biais d'achats de vaches, trouvé un bénéfice et qui se sont du coup qui ont géré ce croît-là par du croît interne dialygioniste et en vieillissant le troupeau. Et voilà, c'est aussi une notion de pas de temps. Certains, voilà, l'achat de vache était obligatoire parce que ça allait trop vite et que en un an, il n'est pas possible d'augmenter le troupeau de manière trop importante par rapport à la disponibilité que l'on a en termes de renouvellement. Donc sur cet élément-là, achat de vache ou pas, on a un petit peu les deux situations, mais c'est surtout, on va dire, la capacité de l'éleveur à gérer ses achats-là, à choisir ses animaux et avoir les bons réseaux qui semble primer pour savoir si cette orientation est favorable ou non. Je te redonne la parole, Mathilde, pour la suite. Ça marche. On va maintenant voir s'il y a des différences sur les structures et sur les résultats économiques entre les grands troupeaux et les grands troupeaux à croissance récente. Alors déjà sur la structure, on reprend le diagramme de tout à l'heure. En sombre, en bleu sombre, vous avez les grands troupeaux tout confondus. Croissance récente, croissance ancienne, voilà, tous les grands troupeaux ensemble. Et en bleu clair, vous avez les grands troupeaux uniquement à croissance récente. Vous voyez que la structure, elle est vraiment très comparable entre les deux. Il y a quand même un petit peu moins de surface. Et quand François vous a présenté la typologie, il vous a dit que les croissances récentes, et Laurent l'a aussi évoqué, c'était des gens qui avaient cru après les quotas. Et donc sans voilà la contrainte d'avoir cette croissance en surface en même temps que l'agrandissement du cheptel. Donc voilà, ça et aussi un petit peu moins d'actifs. Donc finalement, on a des exploitations plus spécialisées et qui vont avoir un nombre plus important de vaches par actif. Donc je vais vous remettre les indices de productivité qu'on avait tout à l'heure. Donc la productivité, elle est encore plus poussée dans le lait que sur les grands troupeaux en général. Par contre, voilà, on a juste une productivité au niveau de l'atelier grande culture qui est un peu moins importante. Alors, quelle va être la répercussion sur les résultats? Là, je vous ai simplement remis le résultat courant par UTAF. Ce qu'on voit, c'est que les résultats en bleu clair des grands troupeaux croissance récente sont quand même très proches des résultats grands troupeaux. On a 2000 € d'écart. Alors même que les grands troupeaux croissance récente ont une meilleure marge brute sur le lait, avec une meilleure maîtrise du coût alimentaire et une productivité un petit peu plus poussée des animaux. Donc voilà, le manque à gagner entre les deux, il est vraiment dû à la plus faible taille de l'atelier Scope, donc ça fait moins de produits et moins d'aides liées aux céréales. Alors là, je vous alerte aussi sur les différences interannuelles. Si on avait regardé une année où les céréales s'étaient plus cassé la figure qu'en 2017, on aurait sans doute un impact plus important sur la colonne du milieu, les grands troupeaux, que sur les troupeaux croissance récente, et encore plus que sur les troupeaux moyens qui sont finalement les plus spécialisés de ces trois groupes. Rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps du tout. Là, c'est la typologie des risques financiers, des situations financières en fonction pour les trois groupes. Donc, on utilise pour ça 4 ratios que sont la rentabilité économique, donc le BE sur produit brut, le taux d'endettement, le service de la dette sur le produit brut. Donc, service de la dette, c'est annuité et frais court terme. Et puis, finalement, le dernier, c'est les dettes court terme sur l'actif circulant.
Et là, du coup, on voit que... alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous avez dans chaque colonne, pour chaque groupe, quel pourcentage on a d'exploitations qui sont en risque nul, risque faible, risque moyen ou élevé. Les risques étant des risques financiers à chaque fois. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, si on faisait la note moyenne des 3 groupes, on arriverait à des notes assez similaires. On a quand même une note moyenne de risque financier un peu meilleure en troupeaux moyens que dans les 2 groupes grands troupeaux. Mais dans les troupeaux moyens, on a beaucoup plus grande dispersion finalement, avec des situations bien plus éclatées que dans les groupes grands troupeaux où on a beaucoup plus d'exploitations qui sont en risque faible ou risque moyen. Alors, comment ça s'explique? Les grands troupeaux se caractérisent par un poids de l'endettement plus important que les troupeaux moyens. Ils ont aussi une rentabilité, comme on l'a vu plus tôt, qui est un petit peu dégradée. Et pour les grands troupeaux croissance ancienne, vous vous souvenez, ils ont plus de scope, ils ont aussi plus de dettes court terme qui sont liées aux aléas, qui sont beaucoup liées aux aléas de cet atelier scope. Et finalement, les troupeaux moyens, en moyenne, enfin la note moyenne des troupeaux moyens est plutôt meilleure, mais par contre, on a sans doute, en fait, ce qu'on voit dans les situations financières, c'est l'accumulation de difficultés au fur et à mesure des années. On a sans doute plus de dérives dans les troupeaux moyens, avec des gens qui vont très mal depuis longtemps et du coup qui se retrouvent en risque élevé, cette dérive étant un petit peu moins importante dans les grands troupeaux. Je crois que j'ai fini sur ma présentation, donc je te repasse la parole, François. On t'entend pas, François. Excusez-moi. Donc, pour terminer, avant une phase de questions sur cette dernière partie, un focus sur la place des robots au sein de ces grands troupeaux. Donc, vous avez ici, vous allez avoir 3 camemberts. Là, pour les grands troupeaux à croissance récente, sur les 80 éleveurs, en fait, on a 21% de ces élevages-là qui ont des robots de traite. Donc, ce qui est relativement important. Alors que dans les grands troupeaux à croissance récente, on est à 13% et à 6% dans les croissances intermédiaires. Donc en fait, on voit là que le robot de traite a été quand même utilisé dans un cas sur 5 pour augmenter la taille du troupeau et augmenter la productivité du travail dans ces situations-là. En tout, sur les 160 élevages, ça fait 26 élevages qui ont des robots de traite sur la région, ce qui fait une moyenne de 16% dans notre échantillon. On a regardé aussi, on a croisé en fait la présence de ce robot avec les résultats économiques, donc le résultat courant par UTAF. En fait, je vais essayer de trouver un pointeur, pardon. Voilà. On voit donc dans ce graphique-là, vous voyez qu'ici, c'est le quartile économique inférieur, donc c'est les 25% moins bons résultats courants par UTAF. Là, c'est le médian, et là, c'est le quartile éco supérieur, donc les meilleurs résultats courants par UTAF. Et dans l'échantillon qu'on avait avec les résultats 2017, en croisant donc les élevages communs entre les bases ECL et les bases Terre France, on s'aperçoit que dans les résultats supérieurs, on n'a pas d'élevages qui ont des robots de traite, alors que effectivement parmi les élevages qui sont dans le quartile inférieur, on a alors ça représente 30% de l'effectif, mais c'est 6 élevages qui ont des robots de traite ou qui sont aussi dans le quartile médian. Donc ça, c'est plutôt pour pointer du doigt que en fait le robot de traite est certes un outil technique important et qui permet effectivement, dans un certain nombre de cas, d'apporter une solution pour absorber les troupeaux et intensifier. Simplement, ce qu'on constate en tendance, c'est que il faut du temps pour que cet outil robot soit complètement maîtrisé à la fois techniquement et économiquement dans les élevages.
Et voilà, et n'ait pas de contraintes techniques, notamment sur la gestion des concentrés ou d'autres points. Donc c'est un outil intéressant, important, mais en tendance, il faut du temps aux éleveurs pour bien le valoriser, bien le maîtriser dans les élevages. Donc à court terme, on peut avoir des situations qui économiquement soient un petit peu plus compliquées avec des robots. Et enfin, donc justement sur ce robot de traite, donc là dans l'échantillon, voilà, des éleveurs plutôt bon, l'échantillon n'est pas représentatif, hein, c'est plutôt des éléments qui ont été exprimés en disant le robot c'est très bien, mais c'est un amplificateur de tout. C'est-à-dire quand ça va très bien, bah, c'est tip top, mais par contre quand ça commence à déraper, ça peut effectivement mettre en péril pas mal d'éléments. Certains y ont pensé, voilà, mais disent non, pour nous c'était pas le bon choix. Donc voilà, robots et grands troupeaux sont pas forcément systématiques. Et voilà, d'autres qui ont dit avec le robot, on se crée aussi des charges supplémentaires difficilement maîtrisables. Donc certains ont exprimé aussi ces éléments. Voilà par rapport à cette partie-là. Donc est-ce que vous avez donc des questions sur cette dernière partie pour clôturer? Il y a deux questions déjà, François. Ah, je crois que Laurent nous rejoint pour faire le modérateur des questions. Bon, en attendant, Laurent, il y a Franck qui fait remarquer ou qui pose la question de si la situation économique meilleure pour les grands troupeaux est liée au fait qu'il faut être bien avant de grossir. Oui, c'est vrai. Quand on grossit, c'est un projet lourd à porter. Donc, pour passer ce cap-là et avoir l'aval, entre autres des banques, il faut déjà avoir une situation relativement saine et inspirer confiance. Donc, quand on est finalement déjà très en difficulté, on va pas réussir à grossir. Donc, reste peut-être dans le groupe des troupeaux moyens des gens qui auraient souhaité grossir mais qui n'allaient pas suffisamment bien pour ça. Et donc, oui, une deuxième question par rapport aux robots. La question, est-ce qu'on a des exemples de vieux robots performants économiquement? Alors, c'est une bonne transition parce que cette année, on va se pencher sur le groupe robot. Donc, à la fin de cette année, on devrait pouvoir vous présenter des choses là-dessus. On n'a pas... Là, vous avez vu qu'on avait des résultats de 2017 avec un groupe robot qui était finalement pas énorme. On espère pouvoir avoir, en se penchant sur les résultats de 2019 cette année, parce qu'ils sont disponibles, voir grossir ce groupe-là et pouvoir faire une analyse plus fine. Entre autres, en fonction de l'âge du robot ou depuis combien de temps il y a des robots, parce que parfois on est déjà à la 2e génération du robot. Et toujours sur la problématique robot, moins de résultats courants avec un robot, c'est normal, car beaucoup d'amortissement. Effectivement, oui, on observait ça en disant que quand on compare des groupes robots et des groupes en salle de traite, dans les robots, on a pratiquement la totalité de la population qui est en cours d'amortissement des installations. On a peu de robots qui ont plus de 10 ou 12 ans. Alors que quand on regarde de côté salle de traite, dans l'échantillon, on aura forcément des installations déjà amorties. Donc ça peut jouer effectivement sur la comparaison des résultats, du fait que cette technologie et ce matériel est installé quand même en moyenne depuis moins de 10 ans sur les exploitations. Mmh. Oui, tout à fait. Cependant, on a aussi des gens qui sont avec des robots et je sais pas si des très bons Mathilde résultats. a des compléments à apporter. Oui, on a des exploitations avec des robots qui ont des très bons résultats, donc c'est un équilibre à trouver, mais certains, en dépit d'un investissement important à amortir, arrivent à trouver un équilibre qui fonctionne bien. Parce qu'on peut aussi, avec un robot, avoir une meilleure productivité. Ça va beaucoup dépendre voilà, de cet équilibre qu'on arrivera à trouver ou pas. Et une autre question concernant la productivité du travail, savoir si la question du bien-être de l'éleveur a été abordée lors des entretiens sur cette thématique grand troupeau.
Pour cette partie-là, non, ça ne faisait pas partie des questions posées. Donc il y a eu un webinaire sur plus la partie effectivement travail, organisation du travail la semaine dernière, où ça, je crois, c'est un critère qui a été abordé. Mais là, entre autres, là pour cette thématiquement, non, non, la question n'a pas été posée. Justement, la partie travail concernait bien des grands troupeaux. Hein, donc, je pense que sur le webinaire de la semaine dernière, on peut faire le lien et il y a quelques éléments de réponse sur ce thème-là. Vous pourrez consulter le replay. Voilà. Sachant que ce qui va beaucoup... question, ce qui est souvent déterminant dans le... là, on est sur des collectifs, donc quand le collectif fonctionne bien et que on peut avoir vraiment des exploitants qui arrivent, en dépit d'une plus grosse productivité, à trouver un équilibre. Si le collectif fonctionne mal, c'est un peu la spirale, quoi. Une question, quid de la transmissibilité de ces exploitations? Est-ce qu'on a prévu ou fait quelque chose sur cette thématique-là par rapport au gros capital? On a vu qu'il y avait plus de capital par UTAF. Alors, on ne s'est pas penché dessus dans le cadre de ce travail. C'est évidemment quelque chose de compliqué. Cependant, on se rend compte que en ce moment, sur les zones où la conjoncture est porteuse, entre autres sur la Franche-Comté, alors pas sans parler de l'AOP Comté ou des AOP du massif jurassien, mais sur la Haute-Saône ou la plaine du Doubs et du Jura, on a plutôt un taux d'installation, enfin de renouvellement des générations qui est plutôt bon comparé à ce qu'on observe en Bourgogne sur les exploitations. Là où il y a des AOP porteuses en Bourgogne, c'est pareil, on a un taux de renouvellement qui est plutôt bon sur les AOP Poisse, entre autres. Le problème, c'est quand la conjoncture est un peu moins bonne et que les investissements sont pourtant à supporter. Et là, on a en effet du mal à trouver des jeunes qui veuillent entrer dans les structures. Avec du coup une déconnexion de la valeur économique et de la valeur patrimoniale. Et peut-être une dernière question, là ça a l'air de se tarir, concernant la productivité en système robot ou non robot, est-ce qu'on observe des écarts? Alors je pense pas qu'on ait regardé ça. J'étais en train de retravailler mon fichier de départ pour voir. On est effectivement à 8388 kilos de lait en moyenne pour les éleveurs qui ont un robot de traite. Contre 7993 kilos, donc un petit 8000 pour ceux qui n'en ont pas. Donc il y a un écart supérieur pour les robots de traite, mais qui est pas si important que ça. Voilà, entre les deux, on passe de 8000 à 8004 entre les deux. De 8000 à 8004, où il y a un petit 400 kilos de lait d'écart sur l'année 2017 entre ces deux effectifs-là. Donc grand troupeau sans robot de traite et grand troupeau avec robot de traite. Sachant que dans notre échantillon, entre ceux qui ont des robots et pas de robots, la grosse différence, c'est qu'avec robot, l'atelier scope est encore plus important et que finalement, la main-d'œuvre qui est libérée par le robot sur l'atelier laitier peut aussi être investie dans d'autres ateliers.